Salut Jean-Brice, Eh bien bonjour. bonjour à tous. Bienvenue sur ce format de rencontre, donc sur ma chaîne qui s'appelle Vitali TV. Donc je te remercie de m'avoir accueilli chez toi. Très heureux d'être là. Alors peut-être je touche deux mots à mon audience pour dire que en fait moi je t'ai découvert via ta chaîne YouTube. Donc comme je suis situé sur Strasbourg, j'aime rencontrer des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont un message intéressant à faire passer selon moi. Et c'est pour ça que j'avais très envie de te rencontrer aujourd'hui. J'ai pu apprécier le travail que tu faisais. Et voilà, je voulais concrétiser ça. Donc je suis très honoré de pouvoir te rencontrer et de pouvoir partager un petit peu de ton temps. Donc Eh bien, merci pour ça. même aussi, je suis très heureux d'être là et de pouvoir contribuer au développement de la naturopathie via ta chaîne et d'autres réseaux s'il faut. Ouais, super. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te poser tout simplement quelques questions qui vont me permettre de moi et aussi à mon audience en même temps de te découvrir, que tu puisses nous partager ta vision de la santé et aussi avoir ton avis sur quelques questions un petit peu épineuses, des questions voilà, que moi qui m'intéressent beaucoup en santé naturelle. D'accord, bah, c'est un petit peu mon travail de euh, partir de préjugés, surtout en naturopathie, il y en a beaucoup, hein, et d'en faire des thèmes de réflexion. Donc on va voir jusqu'où on peut aller. Ok, super. Alors c'est parti. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux peut-être voilà, te présenter rapidement qui tu es, quel est ton parcours et quelles sont tes activités aujourd'hui? Alors très rapidement, moi je suis issu de la Provence, hein, d'une famille où déjà il y avait une grande sensibilité par rapport au développement personnel et à la naturopathie, on peut déjà dire comme ça, hein, puisque mon père avait déjà fait la formation Rouet, hein, c'est une formation de diététicien hygiéniste à l'époque, on appelait ça comme ça. Et j'ai grandi donc dans cette ambiance-là. Ma mère avait des connaissances en astrologie et aujourd'hui encore pratique beaucoup. Donc j'ai navigué entre des conseils d'hygiène de vie assez poussés et du développement personnel, des questionnements, de réflexion sur la vie. Voilà, même dans mon adolescence, hein, et puis j'ai voulu pousser ça un petit peu plus loin. Alors j'ai fait des études scientifiques, hein, sciences et techniques d'activité physique et sportive pour devenir professeur d'éducation physique et sportive. Mais bien sûr, je ne m'en suis pas contenté, hein, bien sûr. J'ai fait des formations en naturopathie, en approche psychobiologique des maladies, etc. Pour arriver à devenir donc praticien naturopathe dans un premier temps. Et puis rapidement, je me suis découvert une forme de vocation à transmettre tout ça. Donc j'ai créé une formation, hein, ça fait 20 ans maintenant que j'enseigne et dispense des formations en naturopathie en Alsace, hein, via une école. Hein, donc la formation à l'Alsace naturopathie qu'on peut retrouver facilement donc, sur internet et ailleurs. Quoi, voilà. C'est mon parcours. Ok, donc tu as été naturopathe d'abord, Bah, j'ai tu as bien sûr consulté, ouais, commencé par la consultation, bien sûr, d'accord. hein, voilà. Et ensuite tu t'es dirigé progressivement vers de la Vers formation. l'enseignement et progressivement, je ne fais plus que de l'enseignement, quoi. D'accord, ok, très bien. Euh, alors première grande question un peu classique, mais qui m'intéresse. Alors comment est-ce que tu définis la santé? C'est quoi la santé pour toi? Alors, j'ai justement, je me suis posé la question récemment, hein, je ne sais pas si tu as vu sur ma chaîne YouTube, j'ai voulu justement définir cette notion-là parce qu'elle est vraiment elle est très vaste, bien sûr, mais elle est souvent mal comprise. Et même dans les milieux de la naturopathie, c'est-à-dire qu'on a tendance qu'à regarder qu'une dimension de la santé. Et la santé, c'est bien plus que l'absence de symptômes, comme on peut le définir en allopathie, hein, classique. On sait très bien qu'en naturopathie, on a une approche de terrain, mais dans cette approche de terrain, elle ne me satisfait pas parce que on raisonne toujours en termes de terrain plus fort que maladie. C'était comme s'il y avait une opposition entre la santé et la maladie encore. Et on dit que la maladie, elle serait liée à un dérèglement, à un état de faiblesse qui permettrait à la maladie de se développer ou à une intoxication, un encrassement. Dans mon approche et dans celle de personnes aussi, de scientifiques même qui partagent même ce point de vue-là, mais qui est beaucoup plus rare, la maladie fait partie de la santé. C'est-à-dire qu'il y a différents types de maladies, des maladies chroniques, des maladies aiguës, mais pour moi, à un moment donné, la maladie ne doit pas être comprise comme un dérèglement ou une faiblesse. Elle est un passage obligé, même parfois, vers la santé. Parfois, c'est pas obligé. Et elle traduit simplement un état des lieux, un besoin non satisfait par l'organisme. Alors certains vont parler d'intoxication, de corps qui n'arrive pas à se débarrasser de déchets, d'autres vont parler de conflits psychologiques, d'autres d'énergie qui a baissé, etc. etc. Euh, la simple chose que je voudrais dire là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre santé et maladie. On peut être en très grande santé, avoir une très grande vitalité, parce que pour nous la santé c'est aussi de la vitalité, et tomber malade de temps en temps. Et ça n'est pas grave.
La question, c'est alors pourquoi on fait de la naturopathie si c'est pas pour éviter de tomber malade? Eh bien, en fait, tomber malade, c'est utile à un moment donné si ça nous permet d'avancer, de progresser vers du mieux-être, vers un épanouissement. Et comprendre ce pourquoi on a été malade pour pouvoir corriger ensuite. Mais la santé nous permet de passer ce cap efficacement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux être malade, avoir une très grosse fièvre, avoir une poussée inflammatoire comme dans un Covid, etc. Et m'en sortir très bien parce que justement, une capacité d'adaptation, une capacité à encaisser ces phases inflammatoires. Ça, c'est de la santé. Les personnes qui vont mourir d'une phase infectieuse, par exemple, sont pour moi des personnes qui, à un moment donné, n'ont pas les résistances organiques, n'ont pas un état inflammatoire généralisé, je veux dire, de santé, qui leur permet de passer ce cap efficacement. Donc, dans la notion de santé, il y a la notion d'adaptation, de pouvoir supporter des charges de travail, de pouvoir supporter des états inflammatoires, de supporter des périodes particulièrement difficiles dans une vie. Donc voilà, la santé, c'est très difficile à définir et on devrait, quand on définit la santé, ne pas s'intéresser qu'à un plan organique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon mental, mon développement psychologique, psycho-émotionnel, mon niveau d'énergie, et bien sûr l'état physique, ma capacité d'élimination, ma capacité digestive, tout ça entre en jeu dans la santé. Et on en voit des gens travailler que sur un plan ou deux plans, et puis négliger les autres plans de notre dimension humaine. Donc c'est très compliqué, et la tendance qu'on observe, c'est à simplement se dire voilà, on a une médecine de terrain en naturopathie, donc on va améliorer un peu les digestions, les éliminations, on va respirer du bon air et puis ça suffit. Mais non, pour être en bonne santé, ça ne suffit pas. Donc je pourrais dire en fait simplement que être en santé, c'est déjà faire en sorte que le corps ne soit plus un obstacle ou pas un obstacle à mon épanouissement, mais au contraire que mon corps, mon mental, mon énergie favorise mon épanouissement. Et puis après, on met ce qu'on veut derrière épanouissement, puisque ça va dépendre de chacun d'entre nous. Alors, j'ai pu constater, moi qui suis jeune naturopathe, fraîchement diplômé, qu'il y a différentes écoles de pensée dans la naturopathie. J'ai pu observer qu'on parle parfois de naturopathes qui sont plus orientés hygiénistes et de naturopathes qui sont plus orientés techniques dites de naturopathie, qui vont prescrire, pas prescrire, mais qui vont conseiller. Beaucoup de techniques Voilà. les unes derrière les autres, des naturothérapeutes, Voilà. non pas naturopathes. Toi, quelle est ton approche par rapport à cette vision de la naturopathie? Alors, moi j'ai grandi dans une vision avec un père qui était quand même proche de l'hygiénisme. Un peu à la dure, les hygiénistes purs et durs, avec une bonne part d'alimentation crue, confrontation aux éléments, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hormèse, etc., en respectant le repos. Donc une hygiène de vie assez drastique, donc proche de l'hygiénisme, on va dire, des valeurs de l'hygiénisme, même si elles ne sont pas toujours bien connues. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une dizaine de principes dans l'hygiénisme. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et puis, il y a une mouvance naturopathique où les gens s'improvisent naturopathes supplément en se disant, voilà, tu as tel symptôme, je vais te prescrire telle plante parce que c'est anti-symptomatique, anti-inflammatoire, anti-ceci ou tout cela. Donc en fait, eux font de l'allopathie en utilisant des techniques naturelles de santé. Donc ça, c'est deux grands pôles très différents. Bien sûr qu'en naturopathie, on doit avoir une approche causaliste, travailler sur le terrain, etc. Mais non, je ne veux pas me définir dans une branche ou l'autre. Voilà. On utilise des techniques de santé, mais toujours pour aller dans le sens de la nature. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais entraver le principe directeur, le principe que Hippocrate appelait le médecin intérieur, en fait, le principe de vie qui nous anime. Et donc on ne va jamais s'opposer à un symptôme, on va jamais s'opposer à... On va essayer de le comprendre, ça c'est important. On va essayer de soulager à un moment donné, ça c'est pas interdit, l'allopathie le fait aussi. Et moi je n'ai pas on va dire, de préjugés ou de carcans, de principes naturopathiques qui m'interdit de faire ceci ou cela. Je peux très bien être hygiéniste à un moment donné, je peux très bien utiliser une technique naturelle pour me soulager à un moment, mais je resterai toujours causaliste et j'essaierai de ne pas entraver les processus réparateurs de l'organisme. Et derrière, toujours cette approche psycho-émotionnelle pour comprendre le sens de la maladie. Mais je ne m'enferme pas dans des principes, il faut absolument toujours manger cru, il faut absolument toujours dissocier l'alimentation, il faut absolument toujours faire ceci ou cela. Ça n'existe pas dans la vie, dans la vraie vie. Il n'y a pas tout le monde qui est logé à la même enseigne.
tu dirais en fait qu'au final c'est du cas par cas. Bah, si on n'est pas dans une notion d'individualisation, alors on ne peut pas faire de naturopathie, c'est une évidence. On n'a pas tous la même vitalité, tous le même mode de vie, on n'a pas tous le même système digestif, la même histoire, les mêmes conceptions de la vie. Enfin, c'est impensable de ne pas individualiser. La seule chose, on va dire, qui soit universelle, c'est les lois biologiques, les lois de la vie. Et encore faut-il bien les comprendre et ensuite pouvoir les adapter en fonction des tempéraments de chacun. D'accord. Ok. Bah alors ces lois de la vie dont tu parles, moi quand j'ai découvert l'hygiénisme, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup touché. Et je me suis un petit peu intéressé voilà, aux écrits des fondateurs, de Shelton, de Mosseri. Mosseri qui a écrit des superbes ouvrages comme Les lois de la nature vivante, qui moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui. Et parmi ces fondements de l'hygiénisme, en alimentation, j'ai pu relever certaines bases, certains fondements comme le manger cru, le manger végétal, les produits animaux qui sont classés Nocif. comme des aliments de dégénérescence. Moi, par rapport à tout ça, je voulais te demander quelle est ta position. Alors peut-être que tu peux découper les questions ou aborder d'une manière générale comme tu préfères. Alors, j'entends bien hein, le raisonnement. Je connais aussi les livres hein, de Mosseri sur les lois de la biologie, etc. Le problème, c'est que ce pas des lois de la biologie pure, toutes. Elles ont été reprises et interprétées. Donc, il faut faire très attention et elles dépendaient aussi des connaissances de la physiologie de l'époque. Et on n'avait pas un retour anthropologique aussi sur l'évolution de l'humanité, sur ce qu'était l'homme il y a 30 000, 50 000 ans. De la même façon, ces connaissances-là n'ont pas été utilisées. C'est-à-dire que quand on va parler de l'homme, il est très difficile de parler de lois universelles sans s'appuyer sur ce qu'est devenu l'homme à travers l'histoire de son développement dans l'humanité. Et certains se sont emparés de connaissances et les ont mis un petit peu à leur sauce en les faisant accepter comme des vérités universelles. En particulier le cru, moi j'ai été élevé dans ce milieu-là, hein, je veux dire Alain Rousseau, c'était mon prof, il travaillait avec Marchesso, hein, c'était des fondateurs de la naturopathie dans les années 70-80. Hein. Et donc j'ai été bercé, l'alimentation crue est indispensable, l'alimentation vivante est indispensable. Mon père, petit, nous faisait toujours manger du cru en début de repas, il fallait un apport enzymatique, de vivants, de matériaux énergétiques stimulant l'organisme. Euh, je ne dis pas que c'est mauvais ou bien, je dis qu'à un moment donné, ça a été mon cheminement. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a eu une évolution, il y a eu une histoire de l'humanité. Et que l'homme, à un moment donné, ne s'est pas contenté de manger cru. Et ça a entraîné des bouleversements dans son évolution, dans ses transformations. C'est-à-dire que le feu a été découvert il y a 800 000 ans, entre 800 000 et 400 000 ans, où ça s'est généralisé. Et ce feu a permis d'apporter une prédigestion de viande, de protéines, qui les a rendus un peu plus assimilables, du moins que l'apport calorique a été plus important. Donc il y a eu des bénéfices sur le plan calorique. Mais ce qui était à l'époque un bénéfice ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Hein, donc il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas forcément comparables. Et bien sûr, quand on cuit, on détruit aussi des principes de vie, on génère des molécules toxiques comme des molécules de Maillard, etc. Donc ça, c'est des réalités physiologiques. Donc ça, il faut bien les comprendre. Maintenant, il y a des personnes, et c'est là qu'il faut aussi, quand on a un peu de sens critique et qu'on a un petit peu de raisonnement, d'observation de la vie, des personnes qui sont crudivores, qui se mettent à l'alimentation vivante, et en fait, ça ne leur correspond pas. C'est-à-dire que sur le plan clinique, ça génère, quand on mange cru, il y a aussi des inconvénients. Hein. On ne détruit pas les lectines, hein, les poisons contenus dans certains végétaux. On a une accumulation on va dire de cellulose, hein, de choses comme ça, qui peuvent être irritantes, inflammatoires. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui perdent de la vitalité, ils perdent de la masse musculaire, ils perdent de l'énergie, ils dorment un peu moins bien, ils ont une sensibilité nerveuse plus exacerbée. Donc, la réalité, au bout d'un an, 2 ans, fait que ces personnes, ça ne leur convient pas. Mais d'autres personnes, qui pendant un temps se mettent au cru, je sais pas, prenons un bon sanguin par exemple, un bon musculaire, ces personnes-là se sentent beaucoup mieux et sur du long terme même parfois, arrivent à améliorer leur qualité de vie. Ces personnes-là, moi j'en ai rencontré, elles sont rares, très rares. J'ai eu beaucoup plus de cas dans ma vie de rencontres de personnes qui s'étaient mises au cru et qui derrière ont eu des états de dévitalisation catastrophiques. Mais dans un premier temps, ils ont des difficultés à l'admettre parce qu'ils sont plein de préjugés et qu'au début ça a fonctionné. C'est-à-dire que sur un temps, on est toujours mieux quand on mange cru. Mais il faut voir sur du long terme. Moi je n'ai pas de préjugés, j'ai pas d'idées préconçues par rapport à ça. Il faut juste comprendre que ça va correspondre à des personnes sur un certain temps,
moins sur d'autres. C'est bien sur des courtes périodes, pour d'autres c'est des périodes un peu plus longues. Voilà, il faut toujours individualiser et pas s'enfermer dans une doctrine. C'est ça qui est très important quand on va sur les réseaux sociaux, quand on s'intéresse à la naturopathie. Et c'est être lucide quand on teste les choses et expérimenter. Ne croyez personne sur parole. Moi je dis toujours expérimenter. Mais soyez lucide quand vous expérimentez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre corps va changer, vous allez avoir des bouleversements dans votre fonctionnement. Observez-les. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? C'est tout simple, à un moment donné. Hein. Voilà. Et sans se laisser, on va dire, imprégner d'idées préconçues. Quoi. Voilà. De toute façon, à soi-même, on peut pas se mentir. En public, on peut dire ce qu'on Voilà, veut, mais à c'est soi-même, ça. on peut pas. Ouais. On prendra ce qui est mieux pour soi. Ok. Alors, du coup, par rapport à l'alimentation, moi j'ai envie de te poser une question toute simple. Qu'est-ce que tu penses de la pyramide alimentaire classique et des recommandations nutritionnelles nationales? On va dire par exemple pour la France. Oui, oui, les fameux 50% d'origine glucidique, Voilà. 30% de lipides et 20% de protéines. Alors, il faut bien comprendre que déjà cette pyramide alimentaire, elle a été mise en place sans aucun fondement scientifique. Hein, il faut bien le comprendre. Ça a été mis en place à travers un peu l'histoire de l'évolution moderne de l'alimentation, suite à, on va dire, la puissance de certains lobbies agroalimentaires qui ont dit qu'à un moment donné, il fallait manger des céréales, du sucre, etc. Comme par exemple dans les années 50, il fallait boire le bol de lait à l'école. C'était uniquement pour écouler des stocks de lait, mais il n'y avait aucun intérêt santé derrière cette volonté-là. Il faut bien comprendre que ce qui est mis en place n'a aucun fondement scientifique. Ensuite, il faut bien comprendre que dans le monde, personne ne respecte ça. D'un peuple à l'autre, les humains fonctionnent avec des fois des apports de graisse beaucoup plus importants, d'autres fois beaucoup moins importants, et que quand on va voir les pays qui vivent le mieux, dans le monde, le plus longtemps, en bonne santé, avec une espérance de vie en bonne santé longue, eh ben, les apports alimentaires, nutritionnels, ne respectent absolument pas les conseils du PNNS, du Plan National Nutrition Santé, etc. Donc, il n'y a pas de loi, on va dire, qui impose tel ou tel pourcentage de glucides, de lipides, de protéines. On peut faire des choix totalement différents et être en très bonne santé. Et on peut suivre le PNNS et être en très mauvaise santé. Donc il n'y a aucun lien de causalité entre santé et cette fameuse pyramide-là. Alors est-ce qu'on va plus loin dans le raisonnement maintenant? Est-ce que les apports Le problème à l'heure actuelle, c'est ces apports glucidiques. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu 50% des apports énergétiques provenant des glucides. Ça n'a jamais existé jusqu'au néolithique, dans la période. C'est-à-dire pendant des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, l'homme a évolué dans des milieux où il s'est contenté essentiellement de produits sauvages, de plantes sauvages, de la chasse, donc de viande, de poissons, de quelques œufs et noix dans la nature, mais le sucre n'existait pas. C'est-à-dire qu'à part les 2-3 périodes de l'année, les deux mois de l'année où il y avait un petit peu de baie, c'était des fruits hyper acides, amers et pas du tout sucrés. Et il faut bien comprendre qu'il y avait non pas, à part un peu de miel exceptionnellement, il n'y avait pas grand-chose comme aliments sucrés. Il y a eu les tubercules ensuite, voilà, mais qui n'ont rien à voir avec les sucres industriels, les sucres d'aujourd'hui ou même les céréales d'aujourd'hui. Il ne faut pas confondre tout ça. Mais c'est-à-dire que les apports énergétiques ont pendant des centaines de milliers d'années été apportés par la viande, faut bien le comprendre, c'était exclusivement de la graisse, puisqu'on mangeait toutes les parties de l'animal, puis des plantes sauvages, des noix, des tubercules ensuite. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que les apports énergétiques, on les a inversés depuis le néolithique, et encore plus depuis une centaine d'années. C'est des glucides, des graisses industrielles, des graisses trans, et puis un petit peu de protéines d'origine animale, mais après l'origine animale, alors là, voilà. L'animal en soi, il y a un grand débat, voilà, comme tu disais tout à l'heure, la viande considérée comme un aliment de dégénérescence, comme tu dis, c'est un mythe. C'est-à-dire qu'il suffit d'observer la vie. Déjà, dans les peuples qui ont le plus grande longévité, ce sont des peuples qui mangent de temps en temps de la viande ou du poisson. Mais non, c'est de quelle viande et quel poisson on mange. C'est toujours ça le problème. L'homme a toujours mangé de la viande. Maintenant, on peut s'en passer. Ça, c'est une réalité, mais c'est pas pour ça qu'on sera en meilleure santé. Maintenant, si on mange de la viande d'élevage, élevée dans les conditions qu'on connaît, qui sont catastrophiques, qui sont bourrées d'antibiotiques, bourrées de pesticides, etc., c'est sûr que ça ne va pas apporter un plus à notre vie. Donc la question, c'est pas viande ou pas viande.
Il y en a certains d'entre nous qui sont très bien adaptés pour manger des produits carnés, mais c'est l'origine de ces produits qui va compter. Bien sûr que si on pouvait chasser et manger encore des animaux de bonne qualité, ça serait très bien, mais je ne suis pas sûr qu'on survive longtemps si on devait se contenter de la chasse. Voilà, donc en fait le débat il est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas d'aliments interdits. Il faut bien sûr adapter les choses et je pense que la dérive aujourd'hui végane, végétarienne qu'on observe fait qu'on va aller vers encore plus de glucides, alors pas forcément des mauvais aliments, je veux dire, mais que manger des quantités de légumineuses et de céréales ne convient pas forcément à tout le monde. C'est comme manger des charcuteries ou des viandes, ça ne convient pas à tout le monde. C'est comme manger des sucres et des quantités de fruits aussi, ça ne convient pas à tout le monde. Il n'y a pas de bons aliments et de mauvais aliments. Voilà, il faut bien comprendre ça. Les gens pensent qu'il y a des aliments magiques, d'autres qu'il y a des aliments spécifiques à l'homme. Bien sûr qu'il y a des choses spécifiques, mais c'est très très difficile à définir. Voilà. Je voulais rebondir sur deux choses par rapport à ce que tu as dit. La première, c'est que c'est vrai que quand on regarde le PNNS, l'alimentation dont on fait la promotion aujourd'hui, ça devient carrément l'inverse de ce qui a été Notre que tu alimentation décris. Ouais. pendant des milliers d'années. On nous demande d'aller de plus en plus vers les légumineuses, d'aller vers les céréales complètes, de réduire la viande rouge. Donc en fait, comme tu dis, on nous pousse de plus en plus vers les glucides et de moins en moins vers des produits carnés qui nous ont peut-être aidés à survivre pendant des milliers d'années, quoi, en fait. Alors, il faut bien comprendre qu'en disant ça, il faut bien comprendre que notre génome, notre spécificité digestive, n'a pas vraiment évolué en 30 000 ans, en 20 000 ans, on va dire. Il faut 40 000 ans pour avoir des petites modifications génétiques. Alors, il y en a eu quand même. Il y a quand même une influence de notre environnement sur notre génétique. Et il y a des peuples qui sont beaucoup plus adaptés à l'alimentation végétarienne que d'autres. Les peuples du Nord sont adaptés depuis toujours à la chasse, à la pêche. C'est normal, il n'y avait que ça à manger quand il faisait froid. Et puis il y a des peuples en Asie, en Afrique, où le végétal est mieux adapté, un petit peu mieux adapté, du moins il le tolère beaucoup mieux. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une dérive d'un côté ou de l'autre? Voilà, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. On marche un peu à l'envers avec le programme Nutrition Santé par rapport à ce qu'on était il y a 20-30 000 ans. Mais on pourrait très bien adapter ce programme-là à ce qu'on est aujourd'hui, à nos modes de vie, à notre culture, etc. Donc il n'y a pas de grandes règles. Mais je ne suis pas un pro-carné du tout. Moi je mange occasionnellement un peu de viande quand je la chercher, quand je sais qu'elle n'a pas tué, quand elle est bio, quand il n'y a pas eu de vaccin d'animal, quand il n'y a pas eu d'antibiotiques. C'est très très difficile à trouver ce genre de viande. Mais et encore que l'animal est bien vécu et pas souffert non plus. Bon, il y a tout cet aspect éthique. Mais voilà, c'est déjà mieux. Il n'y a pas de vérité à ce niveau-là. En tout cas, je ne pense pas que le plan nutrition santé se soucie de notre évolution. En tout cas. Moi, ça, c'est... Ok. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était sur le régime végétalien. Est-ce que tu penses que... parce qu'aujourd'hui, on a quand même des organismes très importants comme l'ADA, enfin, l'association diététique américaine, qui publient des rapports et où d'abord ils disent, par exemple en introduction, qu'un régime végétalien est bon pour n'importe quelle personne à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, grossesse, adolescence, enfance. Mais ensuite, il y a tout un document derrière qui détaille les problèmes qui peuvent survenir par rapport à des minéraux, par rapport à des vitamines. Du coup, moi, la question que je voulais te poser, c'est que est-ce qu'on peut prospérer sur un régime végétalien, mais si j'écoute un petit peu tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, en fait, c'est du cas par cas, et peut-être qu'il y a des gens qui peuvent tout à fait prospérer sur un régime de ce type-là, même si en excluant une partie des produits de l'alimentation, on se met forcément plus en danger que quelqu'un qui ne les exclut pas. Alors, l'humain est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Il ne suffit pas de mettre telle vitamine et puis hop, on va l'assimiler, ça va faire ceci, cela. Il faut des associations particulières. Le corps est capable de synthétiser des choses à partir du soleil et de la peau. On connaît la vitamine D, etc. Mais on sait qu'au soleil, on peut combler des carences qu'on ne comble pas en hiver, etc. Donc, dire que ça va être une alimentation complète ou pas complète, et tout ça, c'est très, très, très compliqué. Quand on regarde les peuples, moi je me dis à un moment donné, comment savoir ce qui est bon pour moi? Quand j'écris des revues, je me dis, mais comment savoir quelle alimentation est idéale? Parce que je me suis posé cette question depuis petit, moi. Avec un père qui était hygiéniste, on avait des débats autour de ça, mais depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, je veux dire. Donc j'ai lu beaucoup, j'ai lu tous les livres qui peuvent exister, de Kousmin à Shelton, en passant par les éditions officielles, voilà. Et je me suis dit, mais en fin de compte, on mange quoi? Et je me suis dit, mais
le mieux pour savoir, c'est peut-être regarder ce qui se passe dans le monde. Quels sont les peuples, à un moment donné, qui vivent le mieux? Et qu'est-ce qu'ils ont dans leur assiette? Alors bien sûr qu'il n'y a pas que les facteurs alimentaires qui permettent de bien vivre, hein. On sait qu'il y en a une dizaine de facteurs bien identifiés et 2 qui sont des facteurs sociaux et non pas alimentaires. Donc déjà on peut relativiser un peu l'alimentation. On parle beaucoup d'alimentation, mais on pourrait parler d'autres choses sur le plan santé. Et ces peuples-là, il n'y en a quasiment pas qui sont exclusifs végétaliens. Déjà, voilà. Que ce soit à Okinawa, que ce soit dans toutes les blue zones, en Sardaigne, en Grèce, etc. Ces peuples-là mangent un peu de poisson de temps en temps, un peu de viande de temps en temps, mais c'est vrai qu'ils n'en ont pas beaucoup, et ils s'en sortent très bien. Et puis il y a des peuples de chasseurs, cueilleurs, hein, qui vivent très longtemps, comme en Sibérie, hein, les Yakoutes. Il y a d'autres peuples, hein, donc, voilà, les Aborigènes ont 20% d'alimentation carnée, etc. Ils vivent très Aussi, bien. il me semble. En Afrique, je ne connais pas de peuple qui mange beaucoup de viande. Les hein. Maasai, peut-être. Les Maasai, c'est d'alimentation animale. Ouais. Hein, on est bien d'accord. Oui, on ne parlait pas de carnet, on parlait d'animal. Ah, Hein. ok. Oui, non, mais c'est juste, hein, tu as raison. Donc, ils prennent beaucoup de lait, ils prennent du sang, hein, voilà. Mais ils prennent aussi des plantes hein, qu'ils trouvent, des patates, hein, voilà, et voilà. Mais ils élèvent, ce sont des éleveurs. Et ils vivent très bien, ils ont un très bon niveau de santé, ils ont une longévité un peu moins bonne que la nôtre, hein, ils ont des conditions de vie un peu plus pénibles, mais c'est des peuples qui sont en très grande santé. Et donc je me dis que c'est pas une obligation pour être en bonne santé de manger que végétalien, comme c'est pas une obligation d'avoir de la viande pour être en bonne santé, ou des œufs ou des protéines animales. Maintenant, j'explique que j'ai davantage vu sous nos contrées, hein, ça c'est que mon point de vue, hein, des personnes qui ont des difficultés à avoir une santé optimale parce qu'il ne suffit pas de survivre. Hein, c'est optimiser sa vitalité qui compte en ayant une alimentation uniquement végétalienne. Voilà. Mais ça existe. Alors on a quelques personnes sur les réseaux sociaux là, qui ont défrayé la chronique récemment, puisque c'était des grands végétaliens, qui étaient des grands pontes, hein, et qui étaient des modèles hein, pour beaucoup, et puis qui sont revenus sur leur expérience et qui ont dit, ben voilà, sportivement je suis un peu moins bon, je me sens un peu plus faible, j'ai perdu un peu de masse musculaire, donc je vais réintroduire des produits carnés. On sait très bien que les protéines animales, et moi je ne l'ai pas appris comme ça, hein, il y a 20 ans j'avais un discours opposé à ça. Mais parce qu'on me l'avait dit, mais je m'en suis aperçu qu'après, quoi. Parce que dans la mouvance hygiéniste, les aliments carnés n'étaient pas idéaux, alors qu'on sait très bien que en mangeant un œuf, on a tous les acides aminés essentiels, que c'est beaucoup plus facilement assimilable, que le corps sait bien les traiter, voilà. Mais c'est mon point de vue, c'est mon avis, voilà, et qu'on peut très bien s'en sortir avec des produits végétaux pour les apports en acides aminés. Ça, c'est vrai, mais c'est plus compliqué, c'est juste ça. Voilà, et on ne sait pas quelle partie de ces végétaux, de ces légumineuses, de ces protéines contenues dans les légumineuses, on va être capable d'assimiler. Parce qu'extraire des acides aminés de légumineuses, c'est plus difficile pour un organisme que les extraire d'un blanc d'œuf ou d'un bout de poulet, quoi. C'est un fait. Voilà. Ça, c'est des chiffres qui ont été calculés, c'est un fait, mais il y a des individus qui s'en sortent très bien avec les végétaux. Donc, il faut relativiser toutes ces notions-là, encore une fois. Ok, alors peut-être pour clôturer cette partie alimentation qui est déjà bien dense, selon toi, quels sont les critères pertinents qui vont caractériser une alimentation de qualité? Alors, quand on choisit un aliment, on peut se poser la question pourquoi je le mange? À quoi ça va me servir? Et il y a plein de réponses qui viennent. C'est-à-dire qu'un aliment, quand on le choisit, bien sûr, à part pour le plaisir hein, de le déguster parce qu'on l'aime, on peut se demander, en soi, quand je vais le digérer, qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de nutriments, en termes de toxines libérées dans l'organisme? Quel va être le temps digestif pour le digérer? Parce qu'il y a des personnes qui vont digérer très facilement un aliment et d'autres de façon très difficile le même aliment. Donc ça va avoir beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Ça va les épuiser digestivement. Il y en a pour d'autres, ça va irriter le côlon, la muqueuse intestinale. Pour d'autres, pas du tout. Donc on peut se demander ce qui va générer comme déchet dans mon organisme, ce qui va apporter comme nutriments, ce qui va, le temps que je vais mettre à le digérer, ensuite quels sont les déchets, les toxiques, je veux dire, là je ne parle même pas de toxines libérées par la digestion, hein, je parle de pesticides, je parle de métaux lourds, de perturbateurs endocriniens, etc. Donc ça, il faut aussi se poser la question. Sur le plan éthique, je peux choisir un aliment parce qu'il vient de mon tiroir et non pas d'ailleurs, hein, voilà, bon. C'est-à-dire que on ne peut pas faire de choix alimentaire sans se poser toutes ces questions. Et le problème à l'heure actuelle, c'est que quand on fait un choix alimentaire, on omet de paramétrer tout ça.
C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, c'est bon parce que ça contient telle vitamine. Mais ça ne veut rien dire. Est-ce que je vais l'assimiler, cette vitamine? Est-ce que quand je vais associer cet aliment avec un autre, eh bien, il ne va pas générer des poisons dans mon organisme? Est-ce qu'il ne va pas m'épuiser digestivement, etc., etc. Donc, tout ça, un aliment, c'est la rencontre d'un ensemble de molécules avec un organisme. Et c'est cette rencontre-là qu'il faut essayer de comprendre et d'adapter au tempérament de chacun. C'est pour ça qu'il n'y a encore pas de règle universelle. D'accord. Et puis l'aspect culturel de l'aliment aussi, il y a plein de choses. Voilà. Les questions, elles sont vastes pour choisir un aliment. Donc, il y a un questionnement à se faire. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de raccourci et de dire, voilà, l'aliment spécifique de l'homme, c'est ça. On devrait manger tant de fruits par jour. On devrait manger tant de légumes par jour. Ça ne veut rien dire. C'est complètement aberrant. 5 fruits et légumes par jour. Non, mais c'est une aberration. On ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne sait même pas d'où ça vient. Il n'y a rien de scientifique derrière. Pour certaines personnes, ça va être une catastrophe. Voilà, il y avait juste une volonté de dire il faut manger un peu des fruits et légumes. Mais les fruits et légumes d'aujourd'hui, si c'est bourré de pesticides, s'il y a plein de lectines, si on ne les a pas un peu épluchés, certains, si ils sont pleins de fructose et qu'on ne tolère pas bien le fructose, ça ne veut rien dire. Voilà, strictement rien. Si on le mange en début ou fin de repas, ça ne va pas générer les mêmes problèmes digestifs. C'est tellement vaste la nutrition que balancer comme ça des injonctions, ça va toucher et être positif que pour très peu de personnes, quoi. D'accord. Ok. Alors pour l'alimentation, je pense qu'on a bien fait le tour. Je voulais te parler maintenant un petit peu de l'aspect activité physique dans la santé, parce que c'est une des raisons pour laquelle je voulais te rencontrer, parce que tu me sembles être en très bonne forme physique et je trouvais que tu incarnais plutôt bien ce que tu disais, ce qui n'est pas souvent le cas de certaines personnes qui prodiguent des conseils. Donc moi je voulais te demander, quelle place accordes-tu à l'activité physique dans le champ de la santé? Alors, en naturopathie, il y a trois grands piliers, grands fondements qui permettent d'être en bonne santé. On a bien sûr l'aspect alimentaire, on a l'aspect psycho-émotionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de santé sans équilibre minimum, travail psycho-émotionnel, sans au moins un petit travail sur l'alimentation, et puis sans un minimum d'exercice physique. C'est-à-dire qu'un naturopathe qui serait sédentaire, ou un individu qui serait sédentaire, il perdrait un des piliers de la santé. L'exercice physique, il a énormément de vertus, c'est-à-dire que l'homme, on part toujours de ce qu'était l'homme, de façon ancestrale, de façon génétique, ce pourquoi on est fait, a toujours chassé et cueilli. Donc il a toujours été en mouvement pour sa survie. C'est-à-dire qu'on a été conçu génétiquement pour être en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Sans mouvement, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire que si on n'a pas l'équivalent de chaque jour, 5-10 km de déplacement, de respiration, de contact avec la nature, on ne répond pas aux besoins fondamentaux de l'humain. Mais sur le plan psycho-émotionnel, on a aussi des besoins fondamentaux. Sur le plan alimentaire, respiratoire, on a aussi des besoins fondamentaux. Donc ça en fait partie. Ne pas les respecter, c'est perdre un pan de notre vitalité. C'est tout. L'exercice physique, pour moi, c'est, on va dire, ça fait partie de l'essence de vie, puisque moi j'ai grandi avec un père très sportif, je suis né avec un côté bilieux qui fait que le muscle, la machinerie musculaire me permet de me revitaliser, me fait du bien. C'est pas le cas de tout le monde, donc la pratique sportive, physique va être adaptée, pareil, pour tout le monde. Mais on ne peut pas prétendre être en bonne santé sans avoir un minimum de mouvement, on va dire au moins régulièrement chaque semaine. Mais non, moi ça en fait partie, quasi quotidiennement. Bien sûr, je respecte des temps de repos, ça c'est aussi très important. Et il faut savoir que l'exercice physique, c'est pas simplement faire du muscle pour du muscle, voilà. C'est développer toutes nos capacités physiques, équilibration, développement cardiovasculaire, force, vitesse, souplesse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ces aptitudes physiques se dégrader sous peine de voir notre santé se dégrader. On sait que l'exercice physique a une influence sur notre capacité cardiaque, cardiovasculaire, sur notre système nerveux, on l'oublie beaucoup, sur notre état de bien-être émotionnel, etc. Donc, le mouvement, essentiel, mais s'il a tous ces aspects-là positifs, il faut savoir aussi que c'est un contrepoids aujourd'hui au nerf. C'est Desbonnet qui disait ça, c'est un des pionniers de la musculation, de la culture physique en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une dérive mentale. C'est-à-dire que toute notre attention, notre énergie est dépensée par notre mental.
on pense, on a des soucis, on cogite, on ne dort plus. Hein. Donc notre mental, à un moment donné, cette énergie qui est là-haut, là, on a besoin de la ramener dans le corps. Et l'exercice physique, il n'y a rien de tel. Alors il y a d'autres techniques comme l'hydrothérapie, bien sûr, les massages, la relaxation qui permettent de faire ça. Mais en termes de détente, on oublie que l'exercice physique est fondamental. Et après, il ne faut pas oublier que quand on vieillit, on perd de la masse musculaire. On perd de la capacité respiratoire. Et on sait aujourd'hui que ce sont 2 facteurs de longévité essentiels, de longévité en bonne santé. Donc entretenir sa masse musculaire, entretenir ses capacités respiratoires, c'est fondamental. Hein, je vais écrire un article autour de ça bientôt là, d'ailleurs. Voilà, donc pour tout ça, et puis pour l'exercice physique, le mieux c'est de le faire quand même au contact des éléments naturels, pour capter les ions négatifs. Moi, je cours pieds nus, je fais toute ma musculation pieds nus dans mon jardin dès que je peux, torse nu, au grand air, etc. L'exercice physique permet en même temps de capter des radiations, hein, tellurique, vital, de la ionisation, du prana, etc. Donc, voilà, c'est mieux que de faire ça dans une salle, mais faire dans une salle, c'est mieux que rien. Voilà, donc chacun fait comme il peut, mais c'est dans cet esprit-là que moi je fais de l'exercice physique, c'est vraiment pour la santé et pour m'équilibrer, quoi. D'accord. Alors, en tant que naturopathe, évidemment, je vais te poser la question un petit peu d'actualité. Quelle est ton analyse? Quelle est ta vision des choses actuelles? On a maintenant à Strasbourg depuis quelques jours, depuis hier, il me semble, l'obligation de porter un masque en extérieur. Voilà. Quelle est ton analyse de la situation? Alors je vais prendre un petit peu de temps, si tu permets. Hein, pour développer. J'ai fait des vidéos que j'ai retirées de ma chaîne hein, parce qu'il y avait beaucoup de pression. On sait qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube hein, qui sont censurées, certaines vidéos. Voilà. Aujourd'hui, dès qu'on parle du Covid, sans aller dans le sens du mouvement. Alors, j'aimerais quand même lancer un petit message et faire un état des lieux très rapide. On est aujourd'hui dans une phase de l'épidémie où il n'y a plus de gens quasiment hospitalisés, il y a moins de 400 personnes en réanimation, c'est-à-dire des chiffres quasiment normaux hein, de la vie normale. On fait presque 1 million de tests tous les jours. Sur ces 1 million de tests, on trouve 7 à 10 000 personnes positives chaque jour. On baigne dans une fausse information, une désinformation, ça commence à se réveiller, ça commence à bouger, heureusement. On sait très bien que sur ces 10 000 positifs, les 98% ne sont pas malades, 90% ne sont pas malades, les 10% restants ont des symptômes bénins, il y a très très peu de personnes hein, qui nécessitent une hospitalisation. Donc en fait, on a une épidémie de gens en bonne santé. Je dis aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Parce que plus on va tester, plus on va trouver de cas positifs. Mais, alors déjà sur ces cas positifs, il faut en enlever entre 3 et 20%, hein, parce que les tests PCR sont faux selon les autorités à 3% de faux positifs, selon Raoult entre 20 et 30% de faux positifs. On sait très bien qu'il y a des gens du jour au lendemain qui se refont tester, qui redeviennent négatifs. Bon, c'est assez particulier, j'ai eu ces cas-là autour de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que plus il y aura de cas positifs, et sachant que les chiffres à l'hôpital ne bougent pas, ça veut dire qu'il y a une différence très importante entre le nombre de gens qui sont porteurs en bonne santé, porteurs sains, et de gens qui sont hospitalisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus, aujourd'hui, perd de sa charge virale, qu'il ne rend plus malade. Il faut bien comprendre que plus on aura de gens positifs comparé aux gens malades, ça voudra dire que la toxicité, enfin je veux dire du virus, la virulence pardon, du virus devient excessivement faible. Donc on a exactement ce qui avait été prévu, un virus qui va s'intégrer dans notre génome, comme tous les autres coronavirus, et qui va être utilisé dans toute phase infectieuse, quand on a un rhume, quand on a une bronchite, quand on a une rhino, normalement. Donc être positif ne signifie pas qu'on est malade. La question que je me pose aujourd'hui, c'est que on porte le masque en dehors. Alors déjà à l'extérieur, il n'y a aucune étude scientifique qui montre qu'il y a une raison d'être contaminé à l'extérieur. Ça n'existe pas. D'autre part, le masque, on sait très bien qu'il ne filtre rien. Hein, les masques ne sont pas faits pour filtrer les virus. Ils diminuent un tout petit peu les gouttelettes dans l'atmosphère, la charge virale, mais c'est tellement faible que c'est pratiquement insignifiant. 2, on ne sait pas se servir des masques.
On les utilise n'importe comment. Normalement, on devrait les jeter à la poubelle dès qu'on l'a touché, dès qu'on a mis les doigts dessus. Bon, même Sevran, le ministre, j'ai regardé faire. Il y avait une vidéo hier. Il enlève son masque, il le met sur le pupitre, il le retouche, il le remet. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Donc on sait très bien que tout ça n'a aucun sens scientifique, ne sert strictement à rien. Alors, j'ai une petite anecdote sur les masques, puisque j'ai fait une rentrée scolaire dans un lycée. Et on a été accueillis, donc on était obligé de mettre le masque à l'extérieur, donc on a commencé à être accueillis avec un café, croissant, voilà, des bonnes choses à manger. Et bien sûr, on avait le masque, mais dès qu'on a commencé à manger autour de la table, bien sûr, on a enlevé les masques. Donc on s'est serré, on s'est pas salué, on n'a pas fait la bise, mais on se parlait à moins de 50 centimètres. On a remis le masque quand on a été à l'intérieur pour un briefing. Et puis ce qui était rigolo, c'est qu'ils ne nous avaient pas tous mis au même endroit pour les distanciations, etc. Et puis à midi, donc on a remis notre masque à l'extérieur pour aller à la cantine où là, il y avait un buffet. Et ce buffet, bien sûr, pour le manger, il fallait enlever nos masques. Donc on est rentré à une centaine de personnes. Hein. Donc ça, c'est l'organisation de l'éducation nationale qui le tolère, qui l'accepte. Une centaine de personnes dans un petit réfectoire, une petite salle qui devait faire 200 mètres carrés, avec des victuailles. Et donc, on a mangé tous sans masque. On s'est tous retrouvés dans une atmosphère confinée, à se parler à moins de 50 centimètres, sans masque, comme dans un restaurant, ce qui est normal. Et puis, ce qui était rigolo, c'est que quand on est sorti à l'extérieur, qu'il n'y avait plus personne, on a dû remettre nos masques. Donc c'était toute l'incohérence. Et on sait qu'on est dans un système d'incohérence qui n'est pas croyable. Si c'était vraiment dangereux, ce Covid aujourd'hui, vous croyez que tout le monde agirait de cette façon-là? Il n'y a aucun cluster qui est né à l'extérieur. Ça, personne ne vous le dit. Que ce soit la fête de la musique, les rencontres sportives, les fêtes sur la côte. Moi j'étais en camping cet été, on était tous les uns sur les autres, on se faisait la bise. Il n'y avait pas de peur du Covid dans certains environnements et il n'y a aucune contamination. Ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, les contaminations, elles sont à l'intérieur. Moi, ce que j'ai peur, parce qu'on va évoluer, on est dans un climat de peur qui est voulu, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. En Australie, la police commence à intervenir, a le droit de rentrer chez les particuliers pour interdire les fêtes de famille, les regroupements familiaux. Ça veut dire que moi, si je veux voir mes parents, si je veux voir qu'ils sont en bonne santé, qui sont à l'extérieur, eh ben, je n'aurai peut-être bientôt plus le droit de le faire. Alors je ne veux pas donner de mauvaises idées aux politiques, parce que je pense que si on en arrive là, ça va être la révolution, et je pense qu'il va falloir la faire à un moment donné, si on nous prive de ce type de liberté-là. Donc déjà, porter le masque, c'est illégal, y a des procès qui se font un peu partout. Ça n'est pas une loi, il faut bien comprendre. Je renvoie à certaines vidéos de Maître Brouza qui explique ça. On n'est plus en état d'urgence. La loi du 9 juillet 2020 dit qu'on n'est plus en état d'urgence. D'autre part, je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer cet hiver, à l'automne? On va arriver à l'épidémie de grippe suivante, c'est-à-dire que chaque année, on sait très bien qu'on a une épidémie de grippe qui tue entre 10 et 13 000 personnes. Il y a en 2019-2020, la grippe, pas cette année, donc l'année d'avant, a tué 13 400 personnes. Officiellement, chiffre de l'INSERM, vous vérifierez, c'était le virus H5N1 et H3N2. Et on va vous dire, mais les hôpitaux vont se remplir, il y a des quantités d'hospitalisation beaucoup plus importantes que celles d'aujourd'hui, Et on faisait rien. Il y a 1 an et demi, bien sûr, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. C'était normal d'avoir une épidémie de grippe et que certaines personnes très âgées, très malades, meurent de cette infection-là, comme ils seraient mortes de toute façon d'une autre infection s'il n'y avait pas eu la grippe. Malgré, il faut bien dire, les vaccinations. Parce qu'il faut bien comprendre que ces personnes-là étaient vaccinées, c'est-à-dire 50% des morts de la grippe, c'était des personnes âgées qui étaient vaccinées. On sait que le virus, la vaccination contre la grippe ne protège qu'à 50%. 30% pour le H3N2 et 69% de protection pour le H5N1. Ce qui veut dire, donc ça c'est l'INSERM, je vais lire les rapports de l'INSERM en vous disant ça. Ça veut dire que même si on trouve un vaccin, chose qui est déjà, alors il y a une grosse polémique autour du vaccin, chose qui est très difficile puisque apparemment les anticorps ne tiennent pas plus que 2-3 mois. Donc, c'est-à-dire que si on génère des anticorps via un vaccin, il ne nous protégera pas plus de 2-3 mois. Donc, on ne sera pas protégé. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle épidémie, que ce soit une grippe, ou que ce soit un autre coronavirus ou autre chose. Il va y avoir une épidémie à partir de novembre et décembre. Gastro, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire?
Ça veut dire qu'on va continuer à porter le masque toute notre vie. Parce qu'une fois cette épidémie en mars qui va s'éteindre, comme chaque courbe, eh ben on va nous dire le virus il est toujours là, donc on va le garder. Et on va continuer, on va confiner certaines personnes. Mais la vie, moi j'ai peur, voilà, je dis, je suis déjà en train d'avoir peur de la vie qui nous attend. Est-ce qu'il va y avoir un retour en arrière? On sait très bien que on nous dit qu'il n'y aura pas de retour à la vie normale tant qu'il n'y aura pas le vaccin. Mais un, ce vaccin, on n'est pas sûr de le trouver. Deux, on sait très bien qu'il ne nous protégera pas. Trois, on est en train de faire un vaccin à ARN messager, c'est-à-dire qui modifie la génétique, notre ADN. Ça n'a jamais existé, il y a des essais qui sont faits, on a donné des millions à Moderna pour fabriquer ce vaccin, alors que Moderna n'a jamais fabriqué une telle chose. On sait très bien qu'il n'y a pas eu de test, on sait très bien qu'il n'y aura pas de tests contre placebo, etc., pour vérifier la dangerosité du vaccin, puisque les vaccins, on n'est pas obligé de le faire, il faut bien le savoir. Donc tout ça peut facilement être trouvé. Et je ne vous dis pas ce qu'on va mettre dans ce vaccin, vous chercherez les informations, parce que si je développe tout ça, cette vidéo va être censurée. Donc je vous demande juste de vous informer, hein, si vous êtes là. Informez-vous sur la vérité de ce qui est en train de se passer dans le monde. On va vers une société qui va se transhumaniser, où on va être tous bien suivis, fichés, contrôlés par des outils qui sont en train de se développer. Et l'épidémie qui est en train de se passer est voulue apparemment et fait partie de ce début de transhumanisation de la société. Donc allez juste voir sur certaines chaînes de lanceurs d'alerte, comme Silvano Trotta. Les chaînes de Jean-Jacques Rêvecoeur ont été enlevées de YouTube, on peut les retrouver ailleurs. Voilà, il y en a d'autres. Informez-vous, parce qu'il va falloir apprendre à se défendre. Voilà, c'est le message que je voulais lancer par rapport à tout ça. Et si on a une once de lucidité, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de quoi, il y a une disproportion entre les mesures qui sont prises et la réalité du terrain. Voilà. Donc il faut juste s'informer. D'accord. Ne me croyez pas sur parole, informez-vous. Bah écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup d'avoir répondu de rien, à c'est mes un questions. plaisir. C'était un plaisir partagé de te rencontrer et de voir que tu as beaucoup de profondeur dans tes réponses. On sent qu'il y a de l'expérience, du vécu et de la rigueur derrière. Et donc peut-être je vais te laisser l'occasion de présenter peut-être un ouvrage que je vois sur la table. Oui, alors ceux qui suivent ma chaîne savent que j'écris, que voilà. Donc je voulais déjà dire que j'écris dans une revue qui mérite d'être connue et défendue, surtout aujourd'hui. C'est une revue alternative de santé, ça s'appelle Néo Santé. Vous trouvez toutes les informations sur internet, vous tapez juste Néo Santé. Donc j'ai une rubrique sur la naturopathie où je pose ce genre de questions, comme on a vu, qu'est-ce que la santé, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment une revue, on va dire, qui permet d'aller en profondeur sur certains sujets et qui nous alerte aussi sur ce qui se passe avec des références scientifiques. Donc il y a aussi du développement personnel, du décodage biologique, plein de choses. Donc soutenez-la et informez-vous à travers cette revue qui est vraiment très très intéressante et passionnante. Ensuite, voilà, écoutez, ça c'est mon actualité. Enfin, c'est pas mon actualité parce que ça fait déjà un moment, ça fait une dizaine d'années que j'ai déjà écrit ce livre, de l'homme dévitalisé à l'homme vivant, qui résume un petit peu ma pensée et la façon d'aborder la santé, la naturopathie en général. Et puis un livre un peu plus récent, Finir avec le diabète et les maladies métaboliques, parce que s'il y a vraiment une épidémie aujourd'hui, c'est celle des maladies métaboliques, des maladies de civilisation. Le diabète tue 34 000 personnes tous les ans quand même, le diabète de type 2. En France ? En France. C'est bientôt, il y a plus de 4 millions de personnes qui ont le diabète, par rapport à les 3 millions il y a 10 ans, etc. C'est en pleine recrudescence dans le monde. Certaines maladies métaboliques tuent bien plus que le Covid. Mais bien sûr, à part vendre des pilules hypoglycémiantes, on ne sait rien faire d'autre. Et l'idée, c'était de donner à chacun les moyens de se prendre en main et voilà, d'avoir un guide qui permet de mettre en place un protocole pour diminuer les quantités de médicaments, bien sûr, et d'adapter son mode de vie. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut un petit peu raison garder et être un petit peu lucide par rapport à ce qui est en train de se passer. Il y a des choses bien plus importantes à mettre en place dans notre quotidien que de se masquer pour bien vivre. Voilà. Très bien. On mettra les liens en description
j'imagine qu'il y a un lien Amazon. Peut-être qu'il faut te Oui, on le contacter trouve directement. partout, hein. Non, non, on le trouve partout, hein, le livre. D'accord. Ben, on mettra tout ça en description. Le lien aussi vers ta formation de naturopathie. Oui, donc ceux qui veulent après apprendre, hein, qui habitent dans l'est de la France, il faut savoir que c'est des formations qui sont ouvertes à tous, tout le monde, hein, pas que des formations qui débouchent sur une professionnalisation. Il y a des stages, hein, qui sont ouverts à des personnes sur des thèmes aussi importants que surpoids, obésité, que des techniques, hein, de l'hydrothérapie à l'aromathérapie, etc. Et puis du développement personnel, de la psychobiologie, bien sûr tout sur l'alimentation, sur l'exercice physique, etc. Voilà. Très bien. Bah, Donc écoute, ça, on peut le retrouver sur alsacenaturo.com. d'accord. Ben, je te remercie une dernière fois. Eh bien Jérémy, merci beaucoup. Je souhaite une longue durée à ta chaîne, que tu continues d'informer. La démarche est excellente et j'espère que tu seras suivi par un maximum de personnes. Je te remercie. Merci. Au revoir.